Bienvenue tout le monde pour cet enregistrement de podcast Grand entretien Living Lab Charlevoix avec présentement on a 10 étudiants en médecine dans la cohorte 10 et puis on a aussi une infirmière d'expérience qui fait le stage avec nous, Nathalie Gravel. Et donc aujourd'hui on reçoit Dr Jean Ouellette. Jean Ouellette est professeur à l'Université Laval. Il est aussi médecin de famille. Il a pratiqué pendant plus de 30 ans là, comme médecin de famille, professeur depuis plusieurs années. Mais Jean d'abord, je caractérise que c'est un ami, donc on va se tutoyer. Et puis, Jean a un rôle vraiment important au sein du Living Lab. Il a un rôle essentiel, il joue un rôle essentiel dans l'élaboration, dans le fondement, dans le lancement du Living Lab. Il était là au tout début. Donc, lorsque Jean m'a annoncé qu'il prenait sa retraite bientôt, je pense, en décembre de l'université, et déjà depuis mars, en fait, de la clinique, il vient de me reconfirmer. Je me suis dit, ça ne faut pas passer à côté de l'occasion d'interviewer cette personne-là qui a tout un parcours euh, particulièrement important, essentiel pour la médecine rurale au sein de l'Université Laval, mais à travers le pays aussi. Alors aujourd'hui, donc, aidez-moi à accueillir Dr Jean Ouellette, un ami du Living Lab, un ami personnel. Salut Jean, comment vas-tu? Ça va bien, merci beaucoup Richard. Salutations à tout le monde. J'apprécie de rencontrer l'équipe là, du Living Lab, des étudiants. Ma carrière a toujours été en lien avec les étudiants. Il n'y a pas une année de ma pratique où je n'étais pas avec les étudiants, puis de continuer à être en lien avec nous autres et de découvrir peut-être même aujourd'hui comment vous gardez votre leadership et de le faire croître au cours de votre pratique. Ça m'intéresse fortement. Jean, j'aimerais commencer par un peu décrire la petite histoire de comment on s'est connus. Évidemment, on est professeurs dans le même département, fait qu'on se croisait peut-être dans les réunions. Ça fait un peu plus de 10 ans, je suis là depuis 2010, tu étais là avant moi. Donc, moi, je faisais de la recherche en milieu rural. Toi, tu avais un rôle vraiment spécial. Tu as encore ce rôle-là. Il a peut-être changé un petit peu, mais tu as été un rôle de direction de l'enseignement de la médecine en région pour en fait tous les programmes de toute la faculté de médecine. Est-ce que c'est, j'exprime bien, c'était quoi le titre officiel, Jean? C'est ça. Effectivement, maintenant, ça s'appelle le directeur des relations avec les partenaires du RUS, mais en réalité, le travail, c'est d'aider les différents programmes de la faculté de médecine qui forment des professionnels, aider ces programmes-là à pas oublier, à travailler, à offrir des formations qui préparent bien les professionnels à travailler en région, aussi accompagner les établissements de région, les SIS, et les professionnels qui y travaillent à s'impliquer dans l'enseignement, à offrir aux étudiants leurs compétences en pédagogie, les aider à cheminer pour que les étudiants qui, dans leur cheminement de carrière, les amènent à pratiquer en région, arrivent avec le bagage le plus optimal possible et vivent une carrière agréable. Puis comme je vois, il y en a qui ont déjà commencé dans les campus, dans l'Outaouais, des choses comme ça, à cheminer, vos expériences dans le Living Lab, les stages Sarah, c'est tous des exemples d'activités que je supporte de différentes façons à la faculté, Richard. Fait que je suis un catalyseur, surtout dans les activités d'enseignement. Tu étais un catalyseur vraiment pour moi, puis pour le Living Lab. D'abord, je me rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés ou qu'on a travaillé ensemble plus formellement. Euh, tu, as, tu nous as présenté quelqu'un qui s'appelle Jean-Guy Trottier, euh, qui finalement était un directeur général d'un hôpital à Fermont. Il prenait un mandat, il était déjà retraité. Donc, Jean-Guy, d'ailleurs, a fait le stage il y a quelques cohortes de façon très, très intéressante. C'est un ami du Living Lab. Et dans le fond, Jean-Guy Trottier a dit, moi, j'ai un petit hôpital à Fermont et on fait face à des coupures encore. Et je veux savoir, c'est quoi le nombre de personnes pour couvrir une petite partie de la capacité.
complètement isolé. Les cinq des lignes, euh, donc, Richard, pardon de te couper. Il y a quelque chose au niveau du son qui a changé là, dans la dernière 30 secondes. Richard, dans sa tête, est déjà rendu à Fermont et la distance fait qu'on ne l'entend plus. Richard, tu es rendu à Fermont? C'est ça? est-ce que c'est ça? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ah, désolé. Euh, donc, essentiellement, ce que je disais, c'est que on s'est rencontrés dans ce contexte-là de Fermont et tu nous as présenté Jean-Guy Trottier parce qu'il cherchait des réponses à savoir c'est quoi le nombre minimum viable de personnes puis de services qu'on doit offrir dans une urgence rurale. Alors, c'était vraiment une super bonne question. Ça faisait déjà à peu près 5 ans qu'on étudiait l'accès aux soins dans les régions rurales et arrive ce petit demande. Il dit, je vais vous donner un peu de fonds. Puis c'est là qu'on a commencé le projet Urgence rurale 360. Donc, une étude qualitative, on a interviewé citoyens et décideurs professionnels. On a fait Fermont, on a fait Baie-Saint-Paul, les îles de la Madeleine. Il y a une publication qui compare en fait les trois milieux. Et c'est vraiment grâce à toi, Jean, je pense que tu es co-auteur sur plusieurs de ces papiers-là d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, on a gardé le contact. Et à un moment donné, arrive la pandémie. Et là, on veut créer ce stage de leadership et d'innovation. Donc, amener, au début, c'était des médecins résidents seniors, et là, on t'a appelé. Et on avait d'abord appelé le doyen, Julien Poitras, on avait appelé le doyen de McGill. Puis on a dit, est-ce que, bon, vous êtes intéressés? Les gens ont dit, ça va être un peu compliqué de faire ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas de COVID en région au début, surtout en ville, on a besoin des résidents en ville. Et là, ben là, bref, on a essayé de placer tout ça. Il y a évidemment eu quand même beaucoup de résistance à la création de ce stage-là, mais tu étais au cœur de ça et tu nous as aidé un peu à naviguer à travers ces règles, ces façons de faire. Quel est le souvenir que tu as de ça, Jean? Écoute, Richard, ben, premièrement, j'avais la chance d'avoir participé avec toi à l'aventure à Fermont, hein, consolider des liens quand on passait quelques jours ensemble en milieu éloigné, s'amuser en motoneige, dans la neige blanche immaculée du Grand Nord, d'échanger avec un collaborateur, le PDG là, de l'établissement, qui était mon premier employeur hein, au CLSC. Okay, d'où l'intérêt, je souligne ça en passant à tout le monde, garder les liens avec les gens. C'est toujours intéressant et ça nous a amené à vivre l'expérience du Living Lab là, au naissant à Fermont. Puis après ça, ça s'est multiplié sur d'autres choses. Ce qui fait que moi, j'avais heureusement le souvenir du potentiel intéressant hein, de côtoyer les milieux régionaux, de se questionner sur l'évaluation de ce qui se passe comme soins médicaux dans ces territoires-là, comment améliorer. C'était plus facile pour moi de naviguer à la faculté et de dire ça vaut la peine et il faut pousser notre machine à la limite pour accepter l'ouverture vers le Living Lab malgré les contraintes de temps. Parce que vous savez, dans la machine universitaire, il faut que ce soit agréé au Collège des médecins, il y a plein d'étapes. Richard en a vécu quelques-unes, hein, différents comités auxquels tu dois présenter tes stages. Et il ne faut surtout pas se décourager, même si des fois, on sent que la montagne est des fois haute à gravir. Richard, par moments, disait, on ne réussira jamais. Et non, ça a fonctionné, surtout grâce à la ténacité de Richard en disant, je sais que ça va apporter aux étudiants, il faut le faire. Et en étant tenace et en lâchant pas, puis en acceptant qu'il y ait des étapes. Parce que ça, c'est peut-être la frustration qui est la plus grande à vivre dans le milieu administratif. Il y a des étapes, des organismes, des agréments, des structures. Et par moment, on a l'impression qu'ils veulent juste nous ralentir ou nous bloquer. Et il faut vraiment être motivé. En tout cas, l'aventure région avec Richard m'a gardé motivé pour le Living Lab. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, Richard. Oui, tout à fait, Jean. Puis, je me souviens vraiment d'immenses réunions où quand même les échanges étaient assez chauds et tu jouais un rôle diplomatique vraiment important.
tu étais comme entre nous, puis tu facilitais les liens. Puis, en tout cas, vraiment, c'était vraiment apprécié, Jean. Et on est rendu maintenant, comme peut-être que tu sais, à 70 stagiaires, 10 cohortes depuis le début. Donc, et plus que depuis plus de 3 ans maintenant. Donc, beaucoup grâce à toi, ta ténacité, toutes les personnes qui collaborent évidemment, mais et toutes les personnes qui ont fait les stages. Mais en fait, c'est toi qui as vraiment ouvert la porte pour nous. Fait que, tout ça en tout temps. Jean, euh, d'abord, pourquoi tu t'es intéressé? Tu es quand même un médecin urbain à Québec, tu es un gars de Québec, en fait. Pourquoi tu t'es intéressé à la médecine rurale? Ouais, c'est une belle question. Ça fait longtemps. Moi, je suis né dans un petit village, dans un petit centre hospitalier à Saint-Éleuthère, c'est Ponégamo, plus connu par tout le monde, hein, où il y avait 2 médecins, un petit hôpital qui faisait les accouchements, qui faisait les opérations. Vous savez, moi, mon médecin de famille, il m'a arraché les dents. OK? Pour vous dire comment c'était une autre époque. Et il est venu chez moi, puis il m'a donné une injection de pénicilline là, dans la fesse quand je faisais une pneumonie. Puis tout un univers, je peux vous dire. Et cette relation-là avec la médecine rurale, là, disons que je suis né avec. J'ai défié un peu les statistiques, le parcours, puis ça, c'est intéressant de vous partager ça. Quand j'ai fini ma formation en médecine de famille, ben moi, dans ma tête, je devais quitter hein, la ville puis m'en aller en région pour plein de raisons, mais les mêmes raisons que vous allez vivre, vous allez avoir discuté, des raisons sociales, la famille. J'avais un enfant, une conjointe, des choses comme ça, qui avait une vie professionnelle. Finalement, on m'a offert un emploi à Québec, Richard, OK, avant que je puisse compléter mes ententes avec un milieu régional. Fait que je suis resté à Québec et j'ai pratiqué dans un milieu d'enseignement toute ma carrière, OK, ce qui était un beau défi, une belle carrière à l'Enfant Jésus, hein. J'étais à l'Enfant Jésus avec le CLSC Orléans. Est arrivé 2 occasions dans ma carrière où je voulais aller faire du remplacement en région et aller aux 2 fois, la machine administrative gouvernementale a été tellement lente que j'ai été recruté dans une autre fonction. Et finalement, je me sentais toujours avec une dette hein, envers mon milieu régional. J'ai même organisé, Richard, bien avant de te connaître, des conférences, des dîners avec des milieux régions, avec les gens de Québec, les étudiants de Québec pour les sensibiliser à la pratique en région. C'était pour moi une façon de redonner aux régions, hein, où ma famille vit toujours en région. Puis finalement, à un moment donné, dans les transitions de carrière, après une période de gestion au GMF, à l'UMF qu'on appelait à l'époque Mézeray Enfant Jésus, quelqu'un m'a offert d'aller prendre charge des programmes de région à la faculté, connaissant mon désir. Fait que c'est comme ça que je suis arrivé, Richard. Donc, essayer de donner au suivant, donner avec ma connaissance des régions, ce qu'il y en est. Mais disons je ne m'organise plus pour convaincre les médecins d'arracher les dents quand ils vont en région. C'est du passé. C'était peut-être des dents de lait hein, qui m'arrachaient en passant. Ça va-tu, Richard? Donc, oui, absolument. Donc, Jean, tu as parti ces programmes-là, tu as contribué à envoyer des dizaines, des centaines de résidents. En fait, combien de résidents y a-t-il à la faculté de médecine à l'Université Laval, toutes spécialités confondues? Une statistique intéressante, grosso modo, là, je ne demande pas de à peu près combien sont-ils et combien font des stages en région. Donc, pour quelle proportion OK. À l'externat, était sous ta responsabilité? c'est ça, à l'externat, Ou Richard, totalement? Oui. euh, tous les externes vivent une expérience région. Actuellement, elle est sous forme de stage en médecine familiale région. Elle risque de changer au fil des années. On travaille beaucoup à ce que, comme il arrive dans nos universités, que tous les gens aillent passer une période en région de, si possible, de 4 à 6, de 4 à 8 semaines. Ça pourrait être en chirurgie éventuellement, dans d'autres spécialités que juste la médecine de famille. Les résidents en médecine familiale, c'est l'autre groupe qui fréquente le plus les régions. Tous les résidents vont en région faire
aussi 2 périodes de 4 semaines en région sur leurs 24 mois de résidence. Et on a, bon an, mal an, 25 à 35 résidents qui décident de faire toute leur résidence en région. OK? Comme il y a dans toutes les universités au Québec, nous, c'est à Gaspé, il y a 5 résidents par année. Bécomo, il y en a 8. OK? Après ça, il y a Rimouski qui en a 8. Trois-Pistoles-Rivière-du-Loup qui en a possibilité de 8 aussi. Etchemin, Saint-Georges-de-Beauce, OK, qui est aussi un autre groupe. Puis, la Naudière-Joliette, qui est un peu en banlieue, un peu éloignée de Montréal, où il y a 12 résidents. OK? Fait que pour les résidents familiales, tous les résidents dans les 6 spécialités. Vous savez, au Québec, comme partout au Canada, il y a à peu près 18 de la population qui vit dans les milieux ruraux. Richard, tu connais bien ça. Il y a à peu près, il n'y a pas tout à fait 10 des médecins spécialistes qui travaillent en région. OK? Donc, il y a un besoin assez important. Donc, partout au Québec, là, peu importe votre université, il y a des stages presque obligatoires, pas dire obligatoires, au moins pour 2 à 4 périodes, en chirurgie générale, en obstétrique gynéco, en anesthésie, en pédiatrie, en psychiatrie. Je pense que j'ai peut-être oublié, il y en a 6, là. Psychiatrie, médecine interne, excusez, médecine interne. Des spécialités, finalement, qui occupent un rôle important dans les régions. Hein, quand tu pratiques à Matane ou au Lac-Saint-Jean, à Dolbeau, les médecins spécialistes de ces spécialités ont un rôle clé à jouer. Ce qui fait qu'il y a un minimum de sensibilisation à ce travail-là. Fait qu'il y a tout ça, Richard. Plus, j'allais oublier les ELI, hein, les externes longitudinaux intégrés. Il y en a un peu partout au Québec. Il y en a beaucoup à l'Université Laval. On est rendu près de 60 externes qui vont faire leur externat en milieu rural, à Rimouski, à Joliette, à Bécomo, à Chandler, à Montjoli, pas Montjoli, Matane. Et pendant une période de presque 1 an, ils vont aller acquérir des compétences de base de l'externat dans les milieux. Ils sont finalement les enfants gâtés de l'hôpital, là, parce que, je peux vous dire, là, quand tu es un des 4 externes qui est en éli à Bécomo, s'il arrive un enfant à l'urgence qui a une possibilité de méningite, hein, tout le monde est appelé pour dire venez voir ce qu'il y en est, parce que ces 4 étudiants-là, ils sont pas oubliés, là. Hein. Les médecins dans cet hôpital-là sont fiers de dire qu'ils ont fait leur éli chez nous et ils sont compétents pour aller dans n'importe quel programme de résidence. En passant, c'est pas parce que tu fais un éli que tu n'iras pas en dermato ou en physiatrie ou en orthopédie. Le ratio est le même pour ces résidents. Fait que donc, Richard, tout ça pour Il y a dire... des centaines de personnes, en fait. Oui, oui. Présentement, au moment où on se parle, il y a des centaines d'étudiants, médecins résidents de différents niveaux qui sont déjà dans les régions rurales À tous les mois, il y en a présentement. 200. À tous les mois, il y a au moins 200. 200 à tous les mois. C'est spectaculaire. C'est vraiment spectaculaire. Alors, il y a combien de résidents au total? Aux résidents à l'Université Laval, écoute, dans le programme de médecine familiale, il y a 130 en R1, 130 R2. OK, ça fait 260. En spécialité, il y en a aussi autant. Hein, c'est à peu près de 50-50. Ça veut dire qu'il y en a 400 que. Plus que 400, là, on est rendu à 800. Et les externes, mais qui sont autour de maintenant de 250, là, externes à l'Université Laval. Tu mets à l'Université de Montréal, c'est rendu 325 à peu près, sinon plus, McGill. Et toutes les universités ont une fréquentation assez élevée. C'est sûr que l'Université Laval a une des fréquentations les plus élevées. On a un RUIS, un réseau qui est quand même assez rural. Là. Une fois que tu as quitté Lévis, Québec, il y a des villes non négligeables comme Rimouski, des choses comme ça, mais c'est quand même des villes de taille moins grande. Puis après ça, c'est des villages, des petites villes de 8 000, 5 000, 5 000 habitants, avec des industries, avec des gens qui se blessent, qui se coupent des tendons, qui ont des graines d'acier dans les yeux, qui ont toutes sortes de choses, puis que c'est les médecins de famille ou les médecins spécialistes qui gèrent, avec des équipes d'infirmières aussi, hein, qui sont très présentes. Et
Donc, ils sont à peu près 1000 et là-dessus, à tout moment, il y a toujours 200 personnes qui sont ailleurs. Ouais. C'est quand même assez fascinant. D'ailleurs, l'Université Laval a gagné un prix. C'était quoi ce prix-là? Le prix de la Société des médecins ruraux du Canada. C'est un prix prestigieux. Il y a quelques années, peut-être qu'ils l'ont regagné, qu'ils l'ont gagné à nouveau. C'était quoi ce prix-là encore, Jean? Et, le prix qui, dans la Société de médecine rurale du Canada, ça existe depuis 1992. Ça regroupe à peu près 3000 médecins au Canada qui pratiquent dans des milieux ruraux isolés. C'est très, très, en passant, très dynamique dans la communauté anglophone, moins au Québec. OK? Si vous allez voir Société de médecine rurale là, du Canada sur le web, vous allez voir, il y a plein d'informations. Et il attribue chaque année des prix. Le prix Keith, c'est le prix qui reconnaît l'effort là, des médecins, d'une faculté de médecine aussi, à installer des médecins en pratique rurale et qui y demeurent plus de 10 ans. OK? Fait qu'on a eu effectivement cette reconnaissance-là en 2015. Après ça, ça a été 2018 ou 2019 et 2020. OK, Richard, on l'a eu 3 fois là, dans les dernières années. On se on se coltaille un peu avec Mémorial, l'Université de Terre-Neuve, OK, et NASUM, le nord de l'Ontario, qui est une faculté de médecine aussi très innovante, qui offre des programmes de formation dans les communautés rurales et des programmes de formation avancée dans les spécialités aussi. Et tout ça en grande partie grâce à ton leadership, là, d'amener des gens en région. C'est sûr que les gens restent là, mais à quelque part, j'imagine qu'il y a un travail pour préparer les milieux, apprendre des nouveaux résidents, des nouveaux étudiants. Et c'est pas toujours facile d'accepter cette pratique-là. Quelle est l'ouverture en général des régions à prendre des étudiants maintenant à travers le Québec et quels sont les besoins, par exemple, des facultés de médecine à amener plus de monde? Parce que, tu sais, François Raté, on l'avait en entrevue la semaine passée pour parler du nouveau campus, puis il nous disait que, tu sais, c'est sûr que ben, je veux dire, c'est pas tous les milieux qui sont prêts à recevoir du monde. C'est pas si simple que ça. Donc, finalement, Jean, c'est quoi les défis à. Écoute, C'est-à-dire que même en milieu urbain, surtout, c'est que la capacité commence à être dépassée. Donc, on commence à manquer de place pour des gens à Québec. Et puis, il y a un intérêt non seulement pour aider des gens en région, mais il y a un intérêt pour dire, ben, j'aimerais ça que mon étudiant ait cette exposition-là parce que finalement, à Québec, peut-être qu'il l'aura pas autant. écoute, écoute, tu as pleinement raison. Là. C'est un grand défi, pas plus pour les régions que pour la ville. Là. Les gens sortent à peine de la grande pénurie du manque de médecins au Québec, là, hein, les années 2000, là, 2010. C'était vraiment pas drôle. Et d'avoir une demande d'une autre charge en plus de soigner des gens, peu importe la charge, n'était pas agréable à recevoir dans la communauté médicale. Okay? Et de t'impliquer auprès des étudiants en médecine, autant ça peut être stimulant, autant les gens voyaient ça comme une autre charge à assumer. Pourtant, quand on regarde l'appréciation des stages dans les milieux régionaux, okay, de la part des étudiants, c'est toujours des stages grandement appréciés parce qu'il y a soit une relation de proximité avec la communauté, avec les enseignants, les médecins. Les situations cliniques que les patients offrent aussi fort intéressantes. La gestion autonome, hein, parce que quand tu es en région, avant de placer un patient dans l'avion puis dire il s'en va à Québec, il y a des critères, puis il faut que tu te débrouilles pas mal, puis tu apprends beaucoup de choses. Fait que les gens apprécient énormément, à tel point là, que quand tu t'assois avec les équipes, quand tu regardes les difficultés qu'ils ont, si tu les appuies comme il faut de la part de l'université, on finit par trouver des façons de faire qui amènent les milieux à se lancer dans l'enseignement ou à supporter. Ça prend, et là, c'est intéressant de rencontrer des futurs leaders, hein, vous autres, ça prend 1 ou 2 ou 3 leaders dans une communauté qui disent
je pense que ça pourrait nous apporter du plus d'avoir des étudiants. Puis je vais m'en occuper. Et le reste des boules, là, hein. On a même, Richard, je te ferai part à un moment donné, tu as peut-être déjà vu nos statistiques, on avait sondé les médecins, les gens qui travaillent dans les hôpitaux en région, le personnel infirmier, les professionnels, qu'est-ce que ça apportait au milieu d'avoir des étudiants en médecine dans l'établissement? Puis, plus de 75% des gens disaient, ça apporte du dynamisme dans le milieu, ça me garde actif dans ma pratique, ça agrémente ma pratique, ça contribue au recrutement. Il y avait peu de gens qui étaient négatifs par rapport à la présence d'étudiants. Évidemment, il faut leur donner du support, puis il ne faut pas que les médecins et les personnels fassent ça en plus de leurs tâches cliniques habituelles, Richard. Fait que, tu sais, il faut que les universités on y mette du note aussi, puis qu'on supporte les milieux, parce que si on dit on vous envoie des étudiants, puis bonne chance, c'est pas correct, hein. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu la chance de faire tout le tour, là, si ça vous intéresse, les régions. J'ai fait tout le tour là, du Nord, du Coup-de-Joie, tous ces endroits-là, parce qu'on va rencontrer des médecins, on va rencontrer des étudiants dans les milieux pour savoir comment ils vivent ça. Puis, comme on a été reçus, Richard, ensemble à Fermont, on est toujours très bien reçus et c'est aussi des éléments qui dynamisent. Mais disons qu'on va avoir besoin de vous autres dans l'avenir pour passer au suivant, l'enseignement aussi. Fait que Richard, grand défi, mais surmontable. Grand défi sur mon c'est déjà beaucoup mieux que je pensais. Tu sais, tous ces efforts jusqu'à maintenant que je vois d'année en année, ça s'améliore. Je suis vraiment très, très impressionné. Jean, parle-moi, donc on a interviewé Dr. Raté la semaine passée, puis il nous a dit, par exemple, on a questionné sur les campus délocalisés. Est-ce que c'est quoi la valeur de ça à plusieurs égards, mais particulièrement pour la rétention de médecins en région? Il a cité, par exemple, Trois-Rivières qui a apparemment un taux de rétention spectaculaire. On va vérifier ça, là, mais François nous a dit, au meilleur de sa connaissance, ça pouvait même approcher 100%. 100% des gens qui ont fait le cours, là, c'est tout leur cours de médecine, donc on parle du préclinique, etc., résidence et tout, restent dans la région. Je comprends que c'est quand même une initiative assez récente, ça prend du temps à former les médecins, mais on a des facultés beaucoup plus vieilles, comme le Northern Ontario School of Medicine, NOSOM que tu nous as mentionné, et qui était d'ailleurs sur une réunion où on était ensemble. Tu m'as invité à présenter au Congrès des doyens des facultés de médecine du Canada, en fait, c'était en avril. Puis, donc, Nazem était là. C'est vraiment, c'est comme, je veux dire, est-ce qu'on se trompe si on dit ça, c'est comme le gold standard du campus délocalisé? Où est-ce qu'il y en a d'autres et qu'est-ce qu'ils ont ces places-là, de spectacles-là? Parle-nous de campus délocalisé. Qu'est-ce que tu as vu par rapport à ça? C'est-tu overrated, comme on dit, ou est-ce que, bon. Non, écoute, tu sais, il n'y a pas une seule variable qui va faire que quelqu'un va avoir une pratique en région. Il y a beaucoup de variables. Initialement, partout sur la planète, là, en Australie, tu es allé, Richard, plusieurs fois en Australie, tu as vu, les gens qui sont d'origine rurale ont tendance à retourner un petit peu plus dans les milieux ruraux. Mais ce n'est pas uniquement ces gens-là. Ça, c'est une première chose. Après ça, effectivement, le nombre d'expériences en milieu rural durant leur formation et le temps passé est une variable importante. Okay? Plus les gens vont avoir des expositions, comme vous faites cet été, hein, Richard, tu contribues à ça avec le Living Lab, toute votre équipe, à l'expérience dans Charlevoix, l'expérience à l'externat, des choses comme ça. Plus on les additionne, mieux c'est. Okay? Ça, c'est clair. La présence de campus, comme le pavillon à Lévis, Rimouski, Saguenay, Gatineau, Outaouais et Trois-Rivières, il ne faut pas l'oublier, c'est sûr que là, on vient d'augmenter le temps de présence en région. Puis, on vient d'ajouter
des éléments culturels, hein, le contact avec la communauté, développer des habiletés à vivre dans ces communautés-là et trouver des valeurs ajoutées pour soi, OK, et si ça nous convient. Puis il y a peut-être un point qui est souvent négligé. Quand vous allez rencontrer des médecins, vous leur demanderez qu'est-ce qui vous a décidé, docteur, à vous en dermato? Qu'est-ce qui vous a décidé à aller en chirurgie? Qu'est-ce qui vous a décidé en médecine familiale région? Et ils vont tous vous dire, à un moment, j'ai rencontré quelqu'un. Je me suis reconnu dans cette personne-là. Si cette personne-là travaillait en région, mais elle allez travailler en région, je vous le garantis. OK? Et c'est un élément important. Donc, d'avoir des pavillons où tu côtoies des médecins spécialistes, des médecins de famille, dans un environnement qui n'est pas une grande ville, ça a un effet modelage important, Richard. OK? Et c'est un élément de plus. D'autres choses aussi. Vous savez, en médecine, il y a un grand défi. Il y a la surspécialisation, la compréhension et la connaissance exacte de ce qu'on fait. Puis, il y a le défi du généralisme. Là, le médecin qui côtoie plusieurs pathologies, le médecin de famille qui doit naviguer avec des limites de compétences, qui doit travailler en collaboration avec d'autres. C'est un mode de pensée qui est un petit peu différent de celui qui est surspécialisé dans les greffes de peau, dans les centres des grands brûlés qu'on a vraiment besoin. En fait, c'est deux entités, c'est des modes de pensée qui doucement s'éloignent un peu par moment. Et dans les pavillons à l'externe, tu es un petit peu plus exposé à des situations de gens qui vivent des situations de généralisme. Ça, c'est une première chose, Richard, qui amène. Deuxième point, les étudiants qui aiment apprendre dans le concret, quand ils vont dans les pavillons décentralisés, sont un peu plus exposés aux patients, aux situations. C'est un des principes. Quand tu es sur le campus à Laval, sur le pavillon principal, au pavillon Vendry, bon, les patients, ils en circulent moins. Hein, puis tu vas en voir un petit peu, mais c'est un peu plus difficile. Quand tu es au pavillon à Rimouski ou à Lévis ou au pavillon à Trois-Rivières, tu es dans l'hôpital. Il y a un corridor, puis tu rentres dans l'hôpital et tu as une exposition. Donc, pour l'apprentissage, si tu aimes apprendre dans le concret, ça t'aide. Si tu es quelqu'un qui aime accumuler des connaissances, les empiler, puis après ça, réagir, peut-être que le campus principal est peut-être plus adapté à ton mode d'apprentissage, ce qui n'est pas une meilleure que l'autre, c'est juste différent. Fait que, Richard, longue réponse, hein, je suis souvent spécialisé dans les longues réponses pour te dire que le pavillon, c'est un morceau de plus important dans un cheminement de carrière. Mais encore là, hein, c'est Laurie là, qui est à Gatineau, hein, entre autres. Mais c'est pas parce qu'elle est à Gatineau qu'elle est condamnée à dire qu'il faut que je pratique en région, c'est pas ça. Hein. Elle va peut-être faire une surspécialité en ophtalmologie puis travailler au pavillon principal à McGill. Là, ça, il faut se sortir ça de la tête, hein, parce que c'est faire peur au monde en disant si on a un pavillon, c'est nécessairement parce que non, ça va peut-être t'aider dans ton cheminement si tu le veux. Jean, mais justement, c'est quel campus est-ce que tu as eu la chance de voir qui t'a le plus impressionné? Parce que là, il y a peut-être UBC Okanagan, tu as des trucs vraiment spectaculaires là, dans des régions assez courues quand même Oui, si l'Okanagan, c'est quand même spécial. Aujourd'hui, malheureusement, au moment où on se parle, la ville de Kelowna, la ville de Kamloops, pas très loin de Kelowna, est menacée de feu. Et on sait que Kelowna avait brûlé il y a plusieurs années. Donc, c'est d'immenses villes Kamloops a 100 000 habitants. Quand même assez impressionnant, qu'est-ce qui se passe actuellement. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même des campus dans des régions très prisées où il y a un afflux de retraités, entre autres des retraités de l'Ontario, des retraités de Vancouver, qui vont dans un endroit où le climat est plus favorable et dans une province comme la Colombie-Britannique qui, jadis, n'avait pas il y a 10 ans, n'avait pas de problème de pénurie de médecins, fait face actuellement à une pénurie, du moins en soins de première ligne, qui est très inquiétante. Donc, il y a des médecins qui veulent aller pratiquer en médecine familiale en Colombie-Britannique. Il y a beaucoup d'opportunités, semble-t-il.
Mais ça coûte très cher vivre là et c'est pas si simple que ça non plus pour y avoir pratiqué d'ailleurs. Jean, c'est quoi le campus le plus impressionnant que tu as vu? Comme Nauseam, là, ça a l'air de quoi comparé à Trois-Rivières, par exemple, comparé au campus Lévis? On parle-tu de 2, 3 fois plus gros? Ben, si on pense au campus, OK, juste le pavillon, OK, Oui, c'est une chose. Si on pense au programme, à la structure, à l'évolution, c'est une autre chose. OK? Je vais vous parler de NASM. NASM, North Ontario Medical School, hein, qui a 2 pavillons. Là, il faudrait que je replace les villes comme il faut, OK? Donc, 2 pavillons principal où ils se forment. Sudbury, en es-tu? Sudbury, qui est mix anglophone et francophone, OK? Et je pense que c'est Norbury. Et les gens ont parti leur programme avec la communauté. Là, je vous ramène au Living Lab, qui construit ces projets avec les communautés. En 2002-2003, les communautés du nord de l'Ontario, francophones, Premières Nations, anglophones, se sont associés à des groupes et ont dit, ça nous prend une formation de médecins qui sont adaptés à notre pratique, à notre contexte. Et ils ont construit avec la population, avec les Premières Nations. Ce qui fait que dans le curriculum de ces étudiants-là, il y a des expositions à différentes étapes avec les communautés des Premières Nations dans les premières années, avec les communautés francophones, avec les petites communautés. OK? Et il y a un cheminement qui se fait du premier cycle à l'externat aussi. Il y a des externats longitudinaux aussi. Évidemment, la résidence, les étudiants rentrent dans le pool du campus puis choisissent peut-être médecine interne à Toronto ou à Ottawa ou médecine familiale à Nauseam ou pédiatrie à Nauseam. Tu sais. Mais en termes d'intégration à une communauté, démarche de projet, Nauseam, c'est quelque chose. Je peux vous dire là, que ça a été une université qui s'est démarquée sur l'ensemble de la planète comme cheminement. UBC, l'Université de British Columbia, aussi, Richard, tu l'as très bien dit, puis tu as pratiqué dans le réseau là-bas. C'est évidemment une province qui offre une qualité de vie, une qualité d'environnement qui est exceptionnelle. Vous autres qui parlez tous facilement anglais, c'est à votre portée. UBC a une formule où il y a une préoccupation aussi importante pour les communautés rurales, avec les pavillons à Victoria, un pavillon à Okanagan, puis un autre dans le nord, OK? Et les étudiants commencent à Vancouver leur premier cycle pendant la première session, puis après ça, ils sont répartis, Vancouver, Victoria, dans la vallée d'Okanagan, et ils vont cheminer jusqu'à la fin de leur externat dans ces environnements-là. Et avec une décentralisation pédagogique, l'utilisation des technologies qui est vraiment à point. C'est loin d'être négligeable. Par la suite, plusieurs universités, Richard, là, tu sais, les pavillons, une fois que vous rentrez en résidence, vous embarquez dans un autre cheminement. Hein, vous pouvez changer d'université, des choses comme ça, offrent des formations avancées dans des pratiques en médecine. Presque toutes les universités anglophones le font au Canada. Tu peux développer des habiletés pour faire des césariennes comme médecin de famille parce que tu travailles dans un milieu isolé. Il y a encore des gens qui développent des habiletés, Richard, pour l'anesthésie parce que il y a des chirurgies urgentes qui peuvent se passer, puis il y a des médecins de famille qui font l'anesthésie, ce qui ne se fait plus au Québec en passant. Okay? Il y a des programmes de formation pour être juste plus habile dans les patients hospitalisés parce que tu es dans un milieu éloigné puis tu fais des soins intensifs avec la prise en charge. OK. Fait qu'il y a, je pourrais dire, en termes de pavillon, je pense que c'est un peu tout le monde qui a des installations intéressantes, mais si on regarde en termes de cheminement de programme, disons que Nauseam et UBC ont un petit pas d'avance sur tout le monde là, pour offrir à l'ensemble des étudiants des expériences le fun. Laval, on n'a pas négligé, mais disons qu'on avance. En passant, vous savez, un pavillon, ça a un impact pas juste pour les étudiants en médecine. Au Saguenay, dans les premières années, quand ils ont fait leur projet,
Ils ont fait un sondage auprès de la population. Et il y a des jeunes qui ont dit, « Ah, la médecine, c'est pour moi. » Il y a maintenant un pavillon à Saguenay. Okay? Juste le fait d'approcher la formation de la région a pour du monde traduit en disant, « Ah, ben, je peux envisager ça aussi parce que vous autres avez fait le saut là, de différentes façons en médecine. » Okay? Le pavillon a aussi cette antenne-là, puis de stimulation dans la communauté médicale, la stimulation aussi des jeunes étudiants de la région en disant, hey, il y a une place pour toi là aussi. Fait que Richard, comme d'habitude, je ne réponds pas directement aux questions. Hein? Non, 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 non. Il y a beaucoup de profondeur, de nuances dans tes propos et j'en apprends chaque fois que je te parle. Jean, tu as vu à travers des années, et c'est drôle parce que j'ai toujours, lorsqu'on fait des affaires, puis tu vois passer des trucs, soit dans les médias, puis là, des fois, je reçois un coup de téléphone de Jean, puis là, il sourit, des fois, il dit, OK, bon, dans quoi tu t'es embarqué? Parce que Jean, il siège sur beaucoup de comités, tu sais, ministériels, facultés, comme je vous ai dit, les facultés de médecine à travers le Canada. Il m'a même invité l'autre jour avec des gens de la France qui partaient des gens de Living Lab et puis c'était vraiment super trippant, on va s'en reparler. Mais Jean, tu as vu des choses qu'on lance et tout ça, mais tu vu de l'extérieur avec les années, qu'est-ce que tu penses qui est la place d'une initiative comme Living Lab dans euh, dans cet écosystème de la médecine rurale que tu décris aujourd'hui avec beaucoup de nuances, beaucoup de profondeur, c'est complexe. Il y a beaucoup de choses qui se font ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de, 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 de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et quelle est la place et d'ailleurs, quel est l'avenir? Si tu peux venir avec nous autres n'importe quand, on l'espère, mais si avant de laisser encore plus loin, ça serait quoi? Ben, Donc, écoute, déjà en partant, OK, je dois féliciter la gang qui est là, tous les participants de ton projet, d'avoir osé d'aller dans des trajectoires où tu nourris ton curriculum de compétences qui, à prime abord, disent, mais c'est pas du diagnostic différentiel là, que je vais apprendre, puis c'est pas des plans de traitement. Okay? Mais ce que vous êtes en train d'apprendre, puis ce que le Living Lab vous apprend, c'est des grands concepts pour devenir des multiplicateurs. Des multiplicateurs des plans de traitement. Puis dire, ben, ouais, j'ai beau faire des beaux plans de traitement avec un patient, mais si je travaille avec une infirmière clinicienne, avec une infirmière praticienne, avec le pharmacien, avec l'équipe administrative de mon établissement, on soignerait plus de monde, on réussirait encore mieux. Hein? Mais pour réussir ça, ça prend des habilités d'écoute, de communication, de leadership, qu'on parle finalement, okay, que vous êtes en train de continuer à développer. Ce que vous aviez, j'ai cru remarquer au départ, tu es en train de développer. Et c'est comme ça qu'on va améliorer. Puis Richard a une grande préoccupation pour la médecine d'urgence. Tu sais, à Matane, là, quand il arrive 2 polytraumas qui se sont plantés en 4 roues, là, puis samedi soir, 22 heures. Mais si tu penses que tout seul, tu vas réussir, non. Hein? Ça prend une équipe sur place. Ça prend du monde qui ont développé le leadership en disant qu'est-ce qu'on fait quand on soit des polytraumas là, avant d'embarquer dans l'avion ambulance à Montgelé pour qu'il atterrisse à Québec, qu'il se rende à l'Enfant Jésus. OK? Qu'est-ce qui va se passer? Et ça prend des leaders comme vous autres qui vont dire on va s'asseoir. Puis là, des chirurgiens qui vont être de garde vont venir nous aider. OK? L'anesthésiste aussi, parce que les intubations ne seront pas nécessairement faciles. OK? Puis si je la réussis parce que je suis très habile dans les intubations, tant mieux, mais si j'ai besoin. Et c'est comme ça qu'on va améliorer dans les milieux ruraux les soins, pas juste en augmentant les compétences de chaque individu en termes de clinicien, mais en développant des compétences en termes de leader dans les communautés. Et le Living Lab est indispensable pour entretenir cette façon de faire-là. OK? Vous l'avez, là, ce sens-là déjà, vous avez osé. Il faut l'entretenir. Le Living Lab va vous aider à aller plus loin. Puis il va falloir vous autres accepter qu'à un moment donné, quand vous allez être en pratique,
plonger. Puis dire, oui, j'ai réussi mes examens du Collège royal en chirurgie générale, ou j'ai réussi mes examens du Collège médecin de famille canadien, puis je suis capable de bien traiter l'hypertension, puis les poussées hypertensives ou n'importe quoi, ça, mais je suis capable d'en faire plus, puis d'amener mon milieu plus loin, qu'on en échappe moins. Ou qu'on est capable de convaincre l'établissement, comme Richard essaie de faire des fois. Il faut trouver le moyen d'acheter un TDM ou avoir une résonance magnétique dans la région parce qu'on n'est plus à jour dans notre façon de traiter les gens. Fait que Richard, Living Lab, oui, c'est un morceau important. Puis, ça serait intéressant pour aller plus loin que vous gardiez le contact avec vos finissants, vos uns qui ont passé, pour entretenir cette flamme-là, parce que malheureusement, des fois, durant la résidence, ils sont obligés de la mettre dans la valise. Cette compétence-là, faire leur garde, augmenter leurs compétences cliniques, passer des examens, c'est peut-être pas la place où tu transformes l'hôpital, où tu transformes ton milieu de pratique. Tu dis, il faut que je passe cette étape-là. Mais une fois sorti, il faut que tu repartes avec ton leadership et tu essaies de faire avancer les communautés. Fait que Richard, non, vous n'êtes pas à côté du Batrac. Ben, merci, Jean. Mais dis-moi, est-ce que tu te rappelles la lettre des étudiants en médecine qui était sortie là, dans le cadre de la pandémie, dans la presse, puis que là, c'était discuté à la faculté, où on a dit qu'il faudrait déployer les étudiants. Ils sont présentement sur un volet 3 de design thinking. Ils sont là, ils ont tous des uniformes, ils sont à l'hôpital. On a même engagé Nathalie qui coordonne tout ce projet-là. La DSI est à bord. Donc, voici l'article de la presse dont tu te souviens, Jean. Dis-moi, quand ça a sorti, tu étais sur des comités, tu entendais jaser de ça. Qu'est-ce que les gens disent de ça? Qu'est-ce que tu penses que les gens pensent dans les réunions auxquelles j'assiste pas souvent, en fait, à la faculté et tout ça, malheureusement? Qu'est-ce que tu penses qu'ils pensent de nous, en fait? Ah, ben, ça, c'est intéressant, Richard. Tu m'amènes, parce qu'on peut généraliser ton exemple là, Oui, de réaction dans les médias. C'est sûr que les grandes sociétés, les grandes organisations, ils veulent pas qu'il y ait de vagues. Ça, c'est clair. Que ce soit une faculté de médecine, General Motors ou autre chose, et ils aiment toujours avoir une image positive dès qu'il y a une image. Ça ébranle toujours les gens, comme un hôpital qui est décoté. Là, les gens n'aiment pas ça, puis se dire, bon. Ce qui est important quand ça arrive, c'est vraiment, puis ça, quand vous allez être dans des processus de réunion où le monde s'énerve un peu des fois, là, c'est de dire, OK, là, on va démêler ce qu'il y en est. On peut-tu éclaircir la situation le plus possible? C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Des choses comme ça. Puis souvent, une fois que les gens autour d'une table ont l'information la plus juste possible, souvent, on s'aperçoit que tout le monde devienne de plus en plus en accord avec des décisions. On va dire, mais non, il faut changer ça. Ça n'a pas d'allure, OK? Et d'où l'intérêt d'amener dans les comités différents groupes de population, différents groupes, des gestionnaires, des infirmières, des médecins, de la population, comme vous faites souvent dans certains projets du Living Lab, Richard. Puis là, émerge finalement la sagesse de la population. Par moment, les docteurs, on se fait brasser un peu. On se dit, ouais, peut-être. Mais en même temps, ça devient souvent plus une évidence. T'avales ta pilule. C'est vrai qu'on a peut-être erré un petit peu, puis on s'ajuste. OK? Mais disons qu'à prime abord, personne aime voir son image un peu ternie, puis il faut comme se dire aux gens, wow, attendez, on va démêler, il faut démêler comme il faut. Fait que oui, Living Lab, comme d'autres organismes, de temps en temps, dérange, mais ce qu'il faut, c'est une bonne chose, de temps en temps. Savoir déranger pour réfléchir après ça. Fait que quand vous serez en situation où les gens s'énervent un peu, OK, on va démêler, là, on va comprendre, on va faire venir les acteurs. Ça va peut-être des fois vous aider à résoudre le problème. Ça a-tu d'allure, Richard? Ça a beaucoup d'allure et tu es vraiment un expert dans ce qu'on appelle dans Living Lab, dans la humble inquiry, donc d'écouter, d'essayer de comprendre les différents côtés, beaucoup de sagesse, Jean. Jean, après toute cette brillante carrière-là, puis comme j'ai dit, tu as pris ta retraite de la pratique médicale en tant que telle.
Tu vas prendre ta retraite de la faculté de médecine. Tu as d'autres projets dans ta vie. Plus tard, tu as un petit enfant, en fait. Tes grands-papas. Tu en as 5. Tu en as 5. 5 maintenant. Oui, oui. 5! J'ai mon fils vétérinaire, il y a quelqu'un qui fait son cours en médecine vétérinaire, là. J'ai mon fils vétérinaire qui fait de la cardiologie des chiens et des chats. OK, ils font beaucoup de fibrillation auriculaire, les chats en passant. Mathieu, oui. Ah ouais. Fils, il s'appelle Mathieu. Mathieu, oui. Ah, je le connais. Oui. Et ça pour te dire, Richard, moi j'ai 5 petits-enfants, fait que non, j'ai des projets en marche. Je sais pas si je vais être capable de m'éloigner totalement de la médecine. J'ai des amis qui m'ont dit non, mais je me suis créé un nouveau projet. Je suis devenu entrepreneur, je me construis un chalet et je résous des problèmes. Il y a quelqu'un c'est Alexandre qui avait étudié en génie, c'est ça? Là, j'étais confronté à certains problèmes de génie, de structure. Je m'amuse là-dedans. Là, j'ai des problèmes de précipitation de minéraux dans mon système de filtration d'eau. OK, je ramasse l'eau de pluie pour avoir des sources d'eau à mon chalet, les toilettes, les douches, puis j'utilise des rayons UV pour stériliser l'eau. Je m'amuse, Richard. Fait que je me garde actif pour pas tomber dans l'univers de la médecine. Jean, on a souvent parlé, on a quand même parlé de wellness, de bien-être. C'est une Oui. personne qui m'apparaît, une personne heureuse de ce que je comprends, du moins de l'extérieur. Qu'est-ce qui contribue à ton bien-être? Qu'est-ce qui te rend heureux, en fait? Écoute, je pensais un peu à ça avant de participer les dernières années. C'est sûr que ma conjointe, hein, indéniable, ça peut être des amis, ça peut être des conjoints, c'est souvent des gens qui te reflètent où tu es rendu, puis il faut savoir par moment les écouter, prendre soin d'eux aussi. Quand tu prends soin des autres, ben, ne veux pas, tu prends soin de toi un peu finalement. OK. Ça demande notre environnement, nos amis proches, un certain nombre de temps de loisirs, c'est vrai. Mais je te dirais, j'ai été choyé, moi. J'ai une pratique de médecine de famille assez large. J'ai fait un peu de médecine d'urgence, j'ai fait beaucoup de soins hospitaliers, j'ai fait des soins palliatifs, soins auprès des jeunes, un peu de toxicomanie, à travers une longue carrière toujours de médecine de famille. C'était mes patients. Je me suis toujours intéressé à mes patients, pas juste à leur maladie. Puis, toujours, tu sais, du plaisir, tu sais, de rencontrer quelqu'un qui vit dans Limoilou, qui était petit travailleur, sa femme aussi, de savoir que son fils a fini son cours en administration, puis qui est rendu comptable ici, a agréé, tel autre est rendu avocat, puis que j'avais suivi. Tu sais, d'être dans la vie des gens, de voir comment les gens avancent, là, qui ont eu des malchances, des choses comme ça. Travailler avec d'autres personnes pour les aider en équipe, ben, moi, ça me rendait heureux. Je voulais servir aussi. Mais disons que je ne me suis pas compliqué la vie, Richard. Tu sais, partant en camping avec tes enfants, en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, sur la Côte-Nord, des choses qui n'étaient pas compliquées, puis qui me grondaient sur le terrain. Ça a été souvent ma meilleure recette, là. Les camps d'été, mes enfants allaient dans les camps d'été, j'étais impliqué dans les camps d'été, j'étais impliqué dans plusieurs structures un petit peu. Ça te permet de vivre des relations différentes que juste professionnelles aussi. Fait que moi, Richard, puis bon, je joguais. J'ai toujours été un joggeur. Je gardais en forme un peu à travers ça. Les dernières années, j'ai réalisé que physiologiquement, on vieillit à un moment donné. Profitez-en, ceux qui aiment jogger. Allez-y. Rendu vers 55, 60 ans, ça continue, mais disons que tu progresses plus, hein? Tu ralentis un petit peu. Richard, toi, tu jogues aussi, hein? Tu fais du vélo, du jogging. Oui, un peu, plusieurs choses, mais fait que Jean, c'est intéressant parce que tu as nommé plusieurs ingrédients du bonheur que l'on a parlé dans notre présentation, tu sais, de wellness. Donc, socialement, donc être avec des
être avec des proches, investir dans nos relations personnelles, te parler de ta conjointe, de ta famille, faire des activités en nature, donc égayer ta vie de tous les jours avec des petits plaisirs, t'impliquer dans des causes un peu plus grandes que toi. Donc, le simple fait même de pratiquer la médecine, de pratiquer pour le bonheur des patients. Donc, donner de son temps, aller au-delà juste de, tu sais, peut-être du diagnostic aussi. C'est quand même intéressant. Puis on a vu toute ta carrière, là, tu sais, donner à plusieurs égards pour la société, de faire en sorte que ça marche. Je t'ai vu dans les multiples réunions avec tous ces médecins ruraux-là, qui te connaissent tous, puis tu me les présentais, puis comment sont importants ces personnes-là à tes yeux et pour leur communauté. Puis tu as parlé de sport. Tu as parlé de sport, donc faire de l'exercice, comment c'est important. Comme beaucoup de médecins, c'est une activité wellness les plus fréquemment verbalisées. Et enfin, tu as mentionné, en fait, ben là, peut-être que j'ai nommé déjà beaucoup d'éléments. Jean, avant qu'on passe, ben en fait, j'aimerais passer maintenant aux questions des étudiants. Ça fait déjà presque une heure là, que je te questionne et que tu as pu nous répondre avec beaucoup de profondeur et nuances. J'aimerais savoir si nos étudiants, 10 étudiants Living Lab Charlevoix qui viennent de 4 facultés de médecine, puis on a des gens aussi de Saros qui sont en stage avec nous sur un projet, auraient des questions pour toi. Je vais demander à notre coordonnatrice au Living Lab, Jenny, d'un peu interagir avec les étudiants pour cette partie-là. Jean, je vais juste me prendre un petit verre d'eau pendant qu'on débute ce processus très intéressant. Jean, si tu as du temps encore. Oui, oui, ça va me faire Ça te va, plaisir. Jean? Oui. Oui, oui. Gênez-vous pas. Allez-y. Donc, je pense qu'on a Laurie déjà qui va poser la première question. Vas-y, Laurie. Donc, je me demandais, dans le fond, vous avez parlé que vous venez de la région, puis vous avez étudié à Québec, puis vous avez beaucoup pratiqué là-bas, même si vous avez essayé de revenir en région plusieurs fois. Puis c'est un peu une question vague, mais je me demandais, est-ce que vous avez été témoin de comme façon de, de moyens durables, dans le fond, en ville, pour les médecins en ville, d'aider les milieux régionaux, sans y pratiquer comme à temps plein? C'est intéressant ce que tu amènes. Ben, la première chose qu'il faut savoir, beaucoup de médecins spécialistes travaillent en milieu urbain, mais reçoivent des appels, des demandes de médecins qui sont en situation régionale avec des patients complexes. Et juste d'avoir connu la région, de répondre avec attention comme médecin spécialiste à ces médecins-là, c'est énorme parce que le médecin qui t'appelle peut-être d'un CLSC en Gaspésie où il y a une infirmière avec lui durant la nuit puis qui est dans le trouble, puis tu es spécialiste en neurochir à l'enfant Jésus, mais de prendre le temps de bien évaluer la situation puis d'aider ce médecin-là, c'est déjà énorme pour notre société puis surtout pour les patients. OK? Fait que ça, c'est une première chose. Évidemment, il y a beaucoup de médecins urbains qui vont faire aussi du dépannage. OK? De temps en temps, il y a toutes sortes d'images par rapport aux médecins qui vont faire du remplacement du moonlighting, puis des fois des images plutôt négatives. Puis je pense qu'il ne faut pas voir ça comme ça. OK? Prenons l'exemple Havre-Saint-Pierre, population de peut-être 2500 habitants. Tu n'as pas besoin de 14 médecins pour t'occuper de ces 2500. Par contre, pour garder l'urgence accessible, pour garder les patients soignés, tu as besoin de près de 14 équivalents médecins ou d'infirmières ou d'autres professionnels. OK? Et les médecins qui vont faire du remplacement à l'urgence à Havre-Saint-Pierre aux patients hospitalisés, finalement, ils rendent un grand service. Ils supportent leurs confrères qui font leur carrière à Havre-Saint-Pierre pendant 5 ans, 10 ans, 30 ans, OK? Et qui ne sont pas obligés d'avoir une multitude de chiffres à l'urgence en plus de leur prise en charge de la clientèle. Ils ont un ratio de présence à l'urgence qui est plus sain, OK? Ou aux patients hospitalisés. Donc, il y a moyen
Puis, ne serait-ce aussi d'être accommodant quand quelqu'un, après 8 ans de pratique en région, s'installe en ville, de dire, ouais, ça, c'est peut-être une bonne ressource qui va s'installer avec nous autres, puis on y fait une place. Ça peut être aussi une belle façon d'aider les régions à sentir qu'il peut avoir un roulement positif. Est-ce que ça répond, Laurie? Oui, Oui. merci. Jean, j'ai oublié de mettre un peu au parfum que cette étape-là, c'est des rapid fire. Fait que OK. dans le fond, c'est une ou deux phrases, ça ne te dérange pas pour juste Oui. leur donner la chance de. Parfait. Jérôme, je pense, hein, maintenant? Oui, Véron. Moi, en fait, j'avais une question. Si vous aviez déjà visité le campus décentralisé mais en Outaouais, parce que moi, je trouve qu'il est quand même différent des autres campus décentralisés parce que Gatineau, c'est pas vraiment une région rurale. Il y a 400 000 personnes, là, c'est plus gros que Sherbrooke. Donc, je serais un peu curieux d'avoir votre opinion sur ça. Oui, effectivement, Jérôme, c'est une configuration différente. C'est pas tout à fait de la médecine rurale, hein. Je n'ai pas visité le campus, mais je comprends très bien le fond de ta question. C'est un peu comme à Lévis, à Québec, là, tu sais, on est dans. Tout va dépendre de la pédagogie qui va être dans ce pavillon-là. Si c'est une pédagogie avec une sensibilité à ce que peut offrir un pavillon hors d'un centre universitaire, OK, je pense qu'il va avoir une valeur ajoutée intéressante. On pourrait dire que c'est un intermédiaire entre un pavillon comme Rimouski, assez éloigné, Gatineau, puis le pavillon principal à Montréal de McGill. Ça te va? Et Richard, c'est correct? C'est super, merci. OK. Si doucement, on voit qu'il n'y a pas de main qui se lève, tant mieux, espérons que ça a été clair. Je vais peut-être ajouter 2 points, Richard, quand même, parce que nos futurs médecins, confrères, là, parmi les choses qui m'ont aidé, Richard, là, c'était d'avoir des mentors. Okay? D'avoir des mentors, ça peut être différent, puis d'en avoir 2 ou 3 dans votre carrière. Et des mentors qui, des fois, peuvent être officiels. On sait maintenant, il y a des formules quand tu commences ta pratique. La FMOQ, le Collège des médecins de famille, offre l'accompagnement parce que ça peut être des années importantes où on s'épuise. D'avoir un contact avec un mentor qui nous aide à prendre du recul face à certaines situations. Moi, un de mes mentors m'avait dit, Jean, tu sais, quand tu fais l'urgence, là, compte pas le nombre de patients que tu as vus, compte pas combien tu as fait à la fin de la journée. Il y en a qui font ça, là. Fais pas ça. OK? Regarde à la fin de l'année, as-tu un revenu qui t'a permis de bien vivre ce que tu voulais? Puis dis, reste heureux. Mesure pas à la graine ce que tu fais. Tu perds ton temps. T'sais. Ça, je vous encourage à voir plus votre vie professionnelle de façon avec du recul. Et des fois, les mentors peuvent nous aider. Je ne sais pas si Richard est d'accord avec ça, là. Et d'ailleurs, tu touches à un point que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est un sujet auquel on a discuté. Mais je me rappelle, moi, à un moment donné, début de pratique, on voulait recruter d'autres personnes pour la nuit, pour couvrir des chiffres de nuit. Et puis, il y en avait qui disaient, tu sais, la nuit, tu sais, on ne vient pas si souvent que ça, mais on aime ça qu'il y ait un certain débit pour que ça vaille la peine, tu sais, de se déplacer la nuit. Puis, ça a soulevé beaucoup de discussions. Les gens étaient là comme, es-tu sérieux, tu sais, dans le fond? Tu veux vraiment faire ça? Tu veux vraiment pas qu'il y ait plus de monde parce que tu veux vraiment, tu sais, t'assurer que ton revenu, t'es rendu où? Tu sais, as dépensé déjà ton argent, tu as besoin de ça absolument. Tu sais, fait que c'était spectaculaire de voir ça. Et, et, et- Euh, et une des choses que j'ai vues, Richard, moi, en région, là, quand vous allez, peut-être 50% de votre groupe allez pratiquer en région, vous allez avoir une capacité financière assez grande, disons. Achetez pas une grosse maison que vous allez pouvoir juste revendre à un autre docteur, OK? Hein? Si à un moment donné, vous devez quitter la région pour X raison, on vous offre de participer à l'équipe de recherche au Living Lab avec Richard Fleet et il faut quitter la région. Là, vous avez une grosse maison de 1,2 million à vendre. Là.
En région, ça se vend un peu moins bien, je vous le dis. Fait que restez, assurez-vous que votre maison vous donne ce que vous voulez, une vue sur la mer, un accès à un plan d'eau, des choses qui correspondent à vos vies de loisirs, mais soyez prudents parce qu'il y a plein de monde qui vont vouloir vous vendre le bonheur financier. Puis c'est peut-être juste mieux de garder bien, vous êtes habitué de voyager, gardez votre argent pour faire quelques voyages. Hein, Richard? On va faire moins de garde la nuit. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Oui. Y a-t-il J'aurais- quelqu'un? Il y a quelqu'un d'autre? Oui. Moi, j'aurais une question s'il n'y en a pas. OK. Ben oui. Vas-y. Vous osez d'aller dans le Living Lab, découvrir vos compétences en leadership, ces choses-là. Comment vous allez faire pour conserver ces compétences-là au cours de votre formation? Parce que là, vous acceptez des choses extraordinaires. J'ai pu comprendre que vous allez travailler, aider des infirmières à l'hôpital, vous découvrez le milieu autrement, sur un autre regard. OK. La machine va être dure par la suite. Là, vous allez devenir des grands médecins. Puis comment pensez conserver ces idées? Avez-vous des projets finalement pour votre carrière? Après juste ça, peut-être que vos projets vont vous permettre de conserver ce. Il y en a-tu qui ont commencé à avoir des projets de carrière? Vous n'oserez pas le dire. Là, il n'y a personne qui va voler vos idées ici. Hein? Est-ce qu'il y en a qui ont envisagé de pratiquer en milieu rural? Est-ce qu'il y en a qui ont envisagé d'aller à l'international? Oui, si je peux commencer. Moi, ça fait quand même un certain temps que je me dis que je veux aller en région rurale. Quelle région, je ne sais pas encore. Charlevoix m'a vraiment charmé, pour ne pas faire de jeu de mots avec le slogan de Charlevoix. Puis, mais je ne sais pas encore, c'est pas très concret comme plan, mais définitivement, je ne resterai pas à Montréal là, pour faire une carrière en médecine. OK. Fait que tu dis au moins je vais vivre un départ de carrière rurale, oui. OK. En tout cas, c'est important. On peut l'ajuster, son projet de carrière, mais d'en avoir un, puis de guider sa formation, c'est en fonction d'où est-ce qu'on va pratiquer les 3, 5, 10 premières années de notre pratique. Là. Des fois, ça demande un petit peu d'ajustement. Si tu veux travailler à l'urgence, comme Richard, et d'aller chercher une formation complémentaire en médecine d'urgence, il y a des choses qu'il faut planifier. On a vu qu'on a des projets de gestion, de créer des cliniques ou d'aller à l'international. Ben, moi, ça m'intéresse. J'y pense un peu à aller travailler peut-être dans un autre pays. Puis je trouve que justement, c'est une bonne façon de voir d'autres systèmes de santé, voir c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients. Puis je trouve que ça donne vraiment un bon point de recul. Parce que c'est à chaque fois que j'apprends à parler d'autres systèmes, tu sais, je connais comme des gens qui viennent de la Belgique, puis là, ils me parlent par exemple du fait qu'eux, ils ont une carte d'identité. Puis sur leur carte d'identité, toutes leurs prescriptions sont comme informatiques. Fait que, tu sais, des fois, tu entends des projets comme ça auxquels tu n'aurais même pas pensé. Puis je trouve ça toujours intéressant de pouvoir comme, faire des comparaisons. Puis je trouve que ça pourrait justement se permettre un bon point de vue. C'est vraiment le fun, ce que tu amènes, puis tu parles de la Belgique. La Belgique, hein, Richard le sait aussi, c'est un pays qui est ouvert. Les médecins de famille là-bas sont innovants. Il y a des choses. J'ai vu l'automne passé à Bruxelles une clinique où c'était une dame qui venait d'Afrique du Nord, qui était cardiologue pédiatrique, qui n'avait pas son permis pour faire de la cardiologie pédiatrique en Belgique, qui finalement a pu avoir son droit de pratique comme médecin de famille. Puis elle a acheté, dans un quartier populaire, là, très population immigrant à Bruxelles, un centre qui était un centre de squash. Là, et elle a transformé ça en clinique où tous les patients font du sport avant de voir les médecins, reviennent faire du sport à pas cher. Il y a une garderie. C'est très communautaire. C'est innovant, Richard. Tu ne peux pas t'imaginer comment. Et là, j'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre qu'une partie de la santé passe par l'activité physique plus que par certains médicaments.
et, et d'aller voir ailleurs. En tout cas, moi, ça m'a toujours servi. Je t'encourage, Ariane. Puis, tu sais, il y a plein de pays où tu peux aller pratiquer facilement, en Australie, en Nouvelle-Zélande, entre autres, en Afrique du Sud, peut-être même. Je pense que Richard pourrait peut-être nous dire. Tout ce qui est avec le Commonwealth, c'est assez facile. Puis, durant votre résidence, allez-y, oui, ça permet de prendre du recul. D'autres projets cachés, là? Moi, je peux m'avancer un peu, là. Personnellement, j'ai vraiment toujours eu un intérêt d'aller habiter un peu en Australie puis tout ça. Puis je suis allée quelques fois là, et je retourne justement en septembre pendant ma session off. Puis c'est ça. Donc, c'est sûr que une perspective de pratiquer dans le futur en Australie m'intéresse beaucoup. Puis c'est ça. Ben oui, écoute. Et d'ailleurs, j'ai des amis il y a des médecins de Québec qui sont allés pratiquer en Australie, hein, puis en Nouvelle-Zélande, pas mal. Éventuellement, si tu voulais qu'on peut en contact. Puis même en Australie, toi, Richard, tu es peut-être encore mieux que moi pour le dire. Tu sais, les gens craignaient beaucoup l'histoire des serpents, puis de la gestion de ça. Ils ont des antivenins. Là-bas, quelqu'un qui se fait mordre par un serpent qui arrive à l'urgence, c'est comme d'autres choses, là, c'est rien de compliqué. Je ne sais pas si Richard, tu as vécu dans tes visites des discussions à ce sujet. Moi, j'ai pas eu de problème, mais c'est quand même le pays par rapport à ça le plus dangereux au monde. Oui. Quand je dis ça, il rit toujours. Mais d'ailleurs, juste, ça me fait penser, on a 3 grands entretiens avec des gens de l'Australie. Donc, si vous voulez les noter, peut-être que vous les avez déjà vus. Anouchka, peut-être que tu l'as déjà vu. Dr. Tim Baker. Après ça, Jean-Frédéric Lévesque, qui est un Québécois, mais qui habite en Australie, qui est un des grands leaders au niveau du système de santé australien, Dr. Jean-Frédéric Lévesque, médecin de santé communautaire, santé publique, qui était genre numéro 2 à l'INSPQ. Il a signé des lettres de référence à Philippe Couillard quand il a arrêté comme premier ministre pour qu'il ait un poste dans l'INSPQ. En tout cas, c'est quelqu'un qui est quand même une personne assez jeune. Et après ça, c'est une jeune fille, je pense que c'est une jeune étudiante en médecine qui doit être résidente, qui s'appelle, donc on l'a interviewée, Anna, je pense que c'est Anne, ou en tout cas, vous regarderez dans la première année. C'est une étudiante en médecine avec un parcours assez extraordinaire dans le sens que ils ont fait une étude pour voir comment est l'utilisation de l'échographie dans les régions rurales en Australie. On a fait des études, elle nous a contactés, bref. Puis j'ai travaillé avec elle sur ces projets pendant une couple d'années, puis je l'ai invitée à présenter un peu ce qu'elle a fait, un peu son parcours d'étudiant en médecine. Ça avait stimulé beaucoup d'intérêt, cette entrevue-là. Donc, 3 personnes vraiment importantes. Puis avec le temps, tu sais, si jamais... Annie Arnold. Arnold. C'est ça. Ouais, je pense avec un A. Mais Annie Arnold, c'est ça. Donc, 3 interviews vraiment intéressantes à différentes époques. Donc, on était dans la pandémie à différents moments. Jean-Frédéric, c'est un des derniers. C'est ça. Donc, juste pour vous dire, fait que c'est super intéressant. Bonne question, Jean, pour tout le monde. On approche la fin. Jean, moi, on va faire un petit exercice que tu connais sûrement et Jenny va nous l'expliquer. Oui, donc à la fin de chaque grand entretien, on fait un petit exercice d'empathie, de gratitude. Dans le fond, on va dire qu'est-ce qu'on a retenu et avec quelle émotion on repart. Donc, je donne un petit exemple. Moi, ça m'a donné vraiment envie d'aller faire plus de recherches sur
l'université à North Bay, Sudbury, etc. Je trouve que ça a l'air vraiment trippant. Je pense que Richard, il faut aller faire un voyage. Donc, je suis bien pompée là-dessus. Et j'ai trouvé ça merveilleux de vous entendre dans vos paroles, votre façon de dire qu'est-ce que le Living Lab y apporte au niveau des compétences, puis de vous entendre dire qu'elles sont importantes, puis que ça va faire la différence. Je trouve ça vraiment merveilleux. Des fois, on avait besoin de prendre la distance avec nos propres projets. Donc, je pars très motivée avec... ouais. Donc, je laisse la parole à Jérôme, puis Jérôme, tu auras juste à donner la parole à une autre personne quand tu termines. Parfait. Moi, quelque chose qui m'a vraiment resté en tête, là, c'est quand vous avez dit oser apprendre autre chose que des diagnostics différentiels. J'ai trouvé que c'était vraiment bien dit, puis je suis d'accord que souvent en médecine, on est comme fermé à cette idée-là. Fait que ouais, puis je dirais que je suis vraiment inspiré. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Puis je lance la balle à Élodie. Oui, mais moi j'ai appris, je savais pas que justement dans le temps, c'était plus difficile d'aller pratiquer en région rurale, puis comme que il y avait beaucoup de papasses, là, ça m'a vraiment surpris. Fait que ça m'a comme un peu encouragée de voir que c'est pas parfait où ce qu'on est aujourd'hui, mais comme c'est déjà mieux qu'il y a quelques années déjà. Donc, merci beaucoup pour cette petite rencontre-là. Je vais passer la POC à Laurie. Moi, ce qui m'a marqué, c'est quand vous avez dit, vous avez parlé des universités délocalisées, puis vous avez parlé que oui, la région est importante, mais aussi qu'un peu faites attention à comment c'est fait, c'est quoi les impacts, comme vous avez parlé de Northern. Puis un des sentiments, je crois que c'est un je finis dans le fond de la rencontre stressée, mais c'est un stress positif par rapport à ce que vous avez dit, comme qu'est-ce qu'on envisionne de nos carrières. Je me dis que peut-être c'est comme, je devrais commencer à y penser puis voir comment est-ce que je veux la diriger. Je passe la balle à Morgane. Moi, quelque chose que j'ai retenu, c'est quand vous avez parlé là, de votre bonheur puis de qu'est-ce qui vous rend heureux. J'ai trouvé ça beau là, d'entendre que ça ne résidait pas nécessairement tout dans votre vie professionnelle, alors qu'elle est quand même vraiment épanouie, mais qu'il y avait comme beaucoup d'autres choses dans votre vie qui vous rendaient heureux. Puis c'est ça, je voulais vous remercier d'être venu, puis je sors d'ici quand même sereine, je dirais. Je passe la POC à Alexandre. Merci. D'abord, merci d'être venu. C'est vraiment apprécié. Moi, ce qui m'a surpris et que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont en région en ce moment, même à l'externat ou en résidence. Donc, ça, je suis content de le voir. C'est quand même une exposition là, pour les étudiants. Puis, ça me fait penser d'ailleurs que j'ai appris récemment que l'Université de Montréal a aussi un ELI, donc un externat longitudinal intégré. Qui est récent, je pense, à Moss. Je pense que la première année, je pense que la première année vient de se finir, ou c'est peut-être la deuxième. Puis là, j'ai vu ça passer, puis honnêtement, j'aimerais ça faire cette année-là d'externat dans ce coin-là. Donc, je repars avec un peu une hâte, si on veut, un peu un excitement, une excitation par rapport à ce futur qui s'en vient très bientôt. Super, Je passe la parole. Pardon? Super, tu m'enverras un texto pour comment tu es heureux dans cette vie-là plus tard. Parfait, excellent. J'en parle bonne note. Donc, je passe la parole à Anouchka. Oui, moi, la chose que j'ai retenue de cet entretien-là, c'est surtout quand vous parliez de, comme souvent, ce qui amène quelqu'un en région, c'est quand ils ont trouvé une personne dans qui ils se reconnaissent, puis tout ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment beau, puis je trouvais ça une belle façon d'expliquer comme pourquoi le monde va en région. Et puis sinon, comment je me sens, je dirais tranquille. Je trouve que c'était vraiment un entretien comme calme et rassurant d'une façon. Donc, j'ai bien aimé. Je passe la parole à Ariane. Oui, moi, ce que je retiens d'aujourd'hui, qui m'a vraiment intéressée, c'était comme un peu sur la conception des deux programmes là, en Ontario puis en Colombie-Britannique qui avaient vraiment impliqué la communauté. Parce que je trouve ça le fun de voir que ces deux programmes-là ont comme vraiment bien fonctionné, se sont bien développés, mais qu'à la base, sont vraiment retournés. C'est un peu le
concept du design thinking. Puis c'est le fun de le voir que quand c'est appliqué, ça fonctionne bien. Fait que je retiens ça. Puis sinon, mon sentiment, je pense que j'ai senti, en tout cas, c'est comme aussi un peu comme Anouchka, Marianne, on dit un peu sérénité. Juste, j'ai senti que vous étiez vraiment à l'écoute et de bons conseils tout au long de l'entrevue. Donc, c'était vraiment agréable. Merci. Puis, je passe la parole à Nathalie. Alors, moi, de mon côté, j'ai retenu plein de choses, puis il y a beaucoup de choses qui ont été nommées, mais j'ai beaucoup aimé dans votre conception du bonheur, votre valeur par rapport à l'argent. Puis ça, pour moi, ça a été vraiment, c'est beau parce que, tu sais, on dit souvent, dans la vie, il faut être là pour les bonnes raisons. Bon, tant mieux s'il y a une rétribution quand même financière qui est intéressante, il n'y a personne qui va nier que c'est le fun. Mais en même temps, moi, j'ai vu quand même dans la pratique, j'ai travaillé avec beaucoup de spécialistes, puis des fois, tant qu'il n'y avait pas de signe de pièce au bout d'une décision de participer à un comité de quelque chose, les gens n'embarquaient pas. Et moi, je trouvais ça aberrant, là, parce que des fois, tu passes à côté de belles expériences. Fait que oui, je pense que, en tout cas, moi, ça me rassure. Je pense rassurée et confiante que ça va avoir mijoté dans la tête de ces futurs médecins que oui, l'argent, c'est une chose, mais soyez heureux d'abord et avant tout. Nathalie? Il reste qui? Alors, Nathalie, tu passes la POC à qui? Je pense que tout le monde est passé. Il reste Mégane Dryade. Ah, Mégane, je ne t'avais pas vu pour petite Mégane. Maïka? Ah, il y a Maïka aussi, excusez-moi, je voyais plus les autres. Mais Oui, Maïka, tu peux y aller. Mégane, son micro ne fonctionne pas. Bon, Maïka. Oui, là, Mégane, elle a écrit comme son commentaire, je pense, dans le chat. Là. Mais oui, c'est moi, je pars comme de cette réunion-là, même chose, tu sais, calme, sereine. Je trouve que c'était vraiment une belle réunion. Puis je trouve que ça a vraiment comme ouvert mes horizons sur comme les différents types de pratiques. Tu sais, oui, j'ai pensé comme souvent à la médecine rurale, mais j'ai pas nécessairement pensé comme à aller pratiquer ailleurs au Canada ou quelque chose comme ça. Fait que ça, j'ai comme ouvert mes horizons là-dessus. Puis certainement que je vais m'informer parce que je trouve que ça peut être le fun de ramener des connaissances d'ailleurs ici. Je trouve que ça peut être vraiment une belle opportunité. Fait que c'est définitivement quelque chose que je vais considérer. Et Mégane Dryade? Elle a mis son commentaire dans le chat. Là. Je peux le lire à voix forte pour ceux qui ne peuvent pas le lire. Mais elle a dit qu'elle a adoré ce que vous dégagez, que vous parliez super bien et que vous êtes rassurant, comme d'autres personnes l'ont mentionné. Elle va trouver des projets afin de devenir une leader dans sa future carrière et elle voudrait, comme Alexandre, faire un stage en région dans son parcours à l'extérieur. Merci, Mégane. Merci, Morgane, aussi de lire ça. Donc, il reste une chose avant de te dire au revoir et te remercier. Jean, Jenny? Dans le fond, on retourne la question. Donc, Dr. Ouellette, vous, comment vous vous sentez après cette entrevue-là et qu'est-ce que vous avez appris ou retenu de cette rencontre? Écoute, moi aussi, je me sens bien après cette rencontre-là, d'avoir pu discuter, faire le point un peu sur... Je suis en fin de carrière aussi, ça me permet de faire le point, mais j'ai surtout apprécié de voir que le Living Lab continue sa mission d'amener les futurs professionnels, vous autres, là, les jeunes en médecine, vers l'ouverture, regarder les soins d'un œil différent, de l'œil un peu du préposé actuellement. Ça va vous servir toute votre carrière. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est riche ce mois-là à investir. Et bravo à Richard, à Jenny, à toute l'équipe du Living Lab, Nathalie qui vient de se greffer. Ça, là, vous ne réalisez pas, là, mais c'est un compte en banque extraordinaire. Vous allez être capable par la suite de savoir tout ce qui se passe sur les étages avec les patients. Vous allez savoir tout. Vous allez développer une agilité de communication. Inquiétez-vous pas, quand un préposé va vous tirer le docteur Ariane, monsieur intérieur, je sais pas matin. Il va être capable de te le dire parce qu'il sait que tu as le regard pour ça aussi, parce que tu l'as pratiqué, puis c'est la même chose pour tout le monde. Bravo Richard. Bravo à l'équipe de Living Lab. Merci beaucoup, Jean, pour toute ta gratitude. Merci pour la générosité de ton temps.
Merci pour ta sagesse aujourd'hui, pour toutes ces années. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Moi, je pourrais remercier un paquet de mentors qui m'ont appris un paquet de belles choses. Écoutez le monde. Et vous êtes des buvards, vous absorbez tout. Allez, vous êtes dans le bon chemin. Au revoir.